Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls ici à avoir autour de notre terrain une énorme haie de cyprès et à vouloir s'en débarrasser. Donc, je vais faire un petit retour d'expérience sur comment ça se passe pour nous, la coupe d'une très longue et haute haie de cyprès. Donc notre objectif, c'est de couper la haie de cyprès et de la remplacer par une haie diversifiée. Bon, spoiler, la haie diversifiée, ça se passe pas très bien pour l'instant, mais je vais vous raconter comment ça se passe en commençant par expliquer pourquoi on essaie de se débarrasser de cette haie de cyprès, puis comment on s'y prend pour s'en débarrasser, et enfin comment se passe le remplaçage par une haie diversifiée. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors cette haie, elle a une grande qualité, elle nous sépare du monde extérieur. Si on veut avoir un terrain qui est entouré d'un grand mur, c'est parfait. C'est parce que c'est exactement ce que c'est. Cette haie de cyprès, je crois que c'est les cyprès de Leyland, mais ça je ne peux pas confirmer à 100%. Cette haie de cyprès agit comme un véritable mur végétal. Bon, le truc, c'est que c'est pas vraiment ce qu'on recherche, un mur végétal. Avoir notre intimité, très bien, mais un mur, non, c'est pas trop ça. Donc une des raisons, c'est qu'on aimerait avoir une haie beaucoup plus intéressante. Les cyprès, c'est extrêmement stérile pour ce qui est de la vie. Il n'y a pas vraiment d'insectes ni d'oiseaux qui vivent là-dedans. Comme on les coupe, on a le nez dedans. Et vraiment, il n'y a pas de vie dans ces haies. Donc on voudrait une haie diversifiée avec de la vie dedans. Et une grande variété de végétaux qui font des fleurs, des feuilles différentes, qui accueillent des oiseaux, des insectes. Autre chose, c'est que cette haie, donc on commence par couper le côté sud parce qu'elle fait beaucoup d'ombre à notre terrain, notamment sur le potager. Et le truc, c'est que ces arbres, ils vont continuer à grandir, ils peuvent prendre encore, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres. Et donc, ils volent beaucoup de soleil potentiel sur d'autres parties de notre terrain, notamment en printemps et en hiver, et en automne, quand le soleil est plus bas sur l'horizon. Donc on veut faire pénétrer le soleil sur notre terrain d'une façon beaucoup plus avantageuse. Aussi, je l'ai mentionné, ces arbres vont continuer à grandir beaucoup, ils sont extrêmement vigoureux. Et j'en ai vu des haies quand je me balade qui sont tellement énormes. Et on sait que comme on est sur ce terrain pour le long terme, un jour il va falloir s'en occuper. Et on préfère s'en occuper maintenant plutôt que quand ils feront 15 mètres de plus dans 10 ans. Donc s'en occuper maintenant, c'est un investissement sur l'avenir aussi. D'autant plus qu'on aura le temps de faire pousser notre nouvelle haie plus intéressante. Un dernier point, c'est que ces arbres sont tellement plantés densément, il y en a plus d'un par mètre sur la ligne de plantation, c'est qu'ils créent de chaque côté de la haie une épaisseur, une zone de 3-4 mètres d'épaisseur où il n'y a rien qui pousse. C'est pas la peine de planter quoi que ce soit parce que le sol est complètement monopolisé par les racines de cette haie de cyprès. Donc en coupant cette haie, on va rendre cette zone de 3-4 mètres au jardin et pour pouvoir l'utiliser pour planter des arbres intéressants, notamment bien sûr des arbres fruitiers. Ensuite, comment on s'y prend pour couper cette haie de cyprès? Bon, c'est pas facile. Ce qui serait plus facile, ce serait de payer des professionnels pour le faire, mais la raison pour laquelle on ne fait pas ça et on s'en occupe nous-mêmes est évidente. Ça coûte très cher de faire abattre une haie de cyprès par des professionnels. Donc en le faisant soi-même, c'est une énorme économie d'argent, à défaut d'être une économie de temps et d'énergie. Évidemment, abattre des arbres, c'est très compliqué. Je ne vais pas faire une leçon d'abattage d'arbres ici, mais juste garder en tête que tout ce que je vais dire, c'est assez risqué quand même. On s'y prend à deux. Comme ça, on s'entraide, il y a toujours quelqu'un qui est focus sur la sécurité pendant que l'autre tronçonne, on regarde exactement, on se crie des avertissements, on est aussi prudent que possible, mais ça reste très dangereux, surtout de la façon dont on s'y prend. Il y a un impératif pour nous, c'est que ces arbres, on veut qu'ils tombent d'un côté spécifique. On ne veut pas qu'ils tombent du côté de la clôture, on ne veut pas qu'ils explosent la clôture. Donc, des fois, on doit aller un peu à l'encontre de leur forme naturelle, et on les voit qui sont un peu plus lourds du côté de la clôture, et on ne veut pas qu'ils tombent sur la clôture. On veut qu'ils tombent exactement sur la zone qu'on a choisie. Alors, notre méthode, on s'y prend à deux. Il y en a un d'entre nous deux, c'est pas moi je reste au sol, mais il y a mon cousin qui grimpe à l'arbre, et on accroche une sangle assez haut dans l'arbre. Ensuite, cette sangle, on va l'accrocher, idéalement, on arrive à l'accrocher à un arbre assez grand qui est sur le terrain, et on accroche cette sangle avec un cliquet. C'est une sangle à cliquet, c'est un mécanisme qui permet de bloquer la sangle et de mettre de la tension. Donc une fois que l'arbre est accroché avec une sangle et qu'on sait que la sangle met de la force et de la pression dans la direction qui nous intéresse, on va tronçonner l'arbre avec grande prudence, toujours en y allant doucement, et on va s'arrêter, quand on tronçonne, on va s'arrêter juste avant que l'arbre ne tombe. Comme ça, le coup final, c'est tirant sur la sangle qu'on va faire tomber l'arbre.
ce qui permet de décider plus facilement de la direction dans laquelle il va tomber. Ce qui fait que je suis assez souvent au sol avec mon cousin qui a fini de tronçonner et moi qui tire sur la sangle pour voir si l'arbre tombe. Et une fois que l'arbre tombe, je tire et je détale après. Il faut être assez prudent, il faut même être extrêmement prudent. Pour l'instant, ça a marché assez bien pour nous, comme vous pouvez le voir. Voilà, les arbres tombent à peu près toujours exactement où on veut, d'une façon sécurisée, on n'a pas eu de problème de sécurité. Une fois que les arbres sont au sol, on va les ébrancher parce qu'ils ont beaucoup de petites branches, c'est assez pénible, il faut les ébrancher, on s'y prend à la hache. Donc généralement je vais sur les arbres à la hache, je coupe les branches et une fois que la plupart des petites branches et des feuilles sont enlevées, on peut passer à la tronçonneuse, débiter un arbre de façon parfaitement classique à la tronçonneuse. Ensuite on va débiter au merlin et on arrive avec des petits rondins qui nous font du bois de chauffe. Donc c'est du cyprès, c'est pas idéal comme bois de chauffe, mais on s'en sert comme bois de chauffe. Idéalement, il faut qu'il soit bien sec pour que ça fonctionne bien dans la cheminée, dans le poêle. Pour nous, c'est du bois de chauffe gratuit. On s'en sert, on l'utilise, ça chauffe bien. Alors, pour conclure, notre tentative de création d'une haie diversifiée à la place de la haie de cyprès. Ça ne se passe pas très bien pour l'instant. Évidemment, ces cyprès sont plantés extrêmement densément et ils vont avoir tendance à acidifier le sol. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur l'acidification, d'autant plus que je ne suis pas certain que ce soit le processus qui se passe, mais le fait est qu'il y a une densité racinaire extrême dans cette zone, parce qu'il y a des racines de cyprès partout. Et ces racines qui émettent des exudats racinaires depuis 20 ans, les exudats racinaires, c'est des substances que les arbres émettent par leurs racines pour changer leur environnement. Ces racines ont transformé l'environnement en un environnement qui est favorable au cyprès et qui est beaucoup moins favorable à toutes sortes d'autres essences d'arbres. Donc c'est assez compliqué d'implanter d'autres arbres ici. Idéalement, il faudrait arracher toutes les souches, prendre un tracteur et arracher tout. Bon, déjà c'est énormément de travail, d'argent aussi, mais en plus ça veut dire qu'il va y avoir un véritable fossé ici, ça va extrêmement perturber le sol. C'est quelque chose que je choisis de ne pas faire. Donc j'essaie de planter des arbres directement, pas entre les souches de cyprès, mais vraiment à proximité. C'est pas facile, c'est pas facile pour les arbres. D'autant plus, petite parenthèse, ici on a un autre problème d'humidité. Il y a le drain de la route qui se déverse sur notre terrain, sur cette zone-là. Donc en plus des cyprès et des souches de cyprès, des racines de cyprès, on a en hiver le drain qui vient mouiller cette zone, donc c'est très compliqué. J'avais fait divers essais, j'avais planté des pêchers de semis, ils sont tous morts. J'avais planté un cornouiller mâle, il survit, il vivote, mais il s'en sort pas très bien pour l'instant. J'ai planté des Eleanus, eux ça va, ils ont l'air de bien s'en sortir. Et aussi, très important, en observant la faune spontanée, on voit ce qui arrive à pousser naturellement. On voit qu'ici les lauriers, les Pyracantha s'en sortent très bien. Bon, les Pyracantha c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais pour l'instant, s'il y a des buissons de Pyracantha qui se mettent en place tout seuls, ça me va très bien. En revanche, les lauriers, je vais les laisser et même les encourager à se développer pour qu'ils fassent de la masse végétale rapidement, qu'on ait rapidement une haie. Et en poussant, ils vont aussi changer le sol. Petit à petit, le sol, maintenant qu'il n'y a plus les cyprès, va se rétablir de lui-même vers un équilibre. Donc même si mes plantations sont un échec pour l'instant, j'ai tout à fait confiance dans le fait qu'avec le temps, le sol va s'équilibrer de lui-même. Je vais faire d'autres plantations cet hiver, et ce que je vais privilégier, c'est deux essences qui sont assez rustiques et surtout qui vont tolérer ce sol trop humide parfois en hiver. C'est le saule et le noisetier. Je vais planter mes saules et mes noisetiers ici à proximité des souches et je pourrais faire un autre retour d'expérience pour voir comment ces essences-là s'en sortent. Et bien sûr, je vais continuer à planter toutes sortes de choses. J'ai une pépinière ici, donc j'ai accès à plein de végétaux et je peux faire des tests à un coût assez moindre pour moi. On a encore beaucoup de cyprès à couper, on a encore des centaines de cyprès à couper. C'est un projet à long terme pour nous et j'espère pouvoir continuer à partager l'expérience que je vais accumuler en plantant des arbres sur la zone de cette haie de cyprès pour savoir quelles essences fonctionnent, ce qui ne fonctionne pas et comment ça marche de remplacer une haie de cyprès par une haie diversifiée. Voilà, c'était mon retour d'expérience pour l'instant.